Le cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement CCPAG a tenu sa 6e journée d'activité. Placée sous le thème Journée d'enseignement et de formation à la rédaction de thèmes de référence, cette session qui a réuni des Béninois de la diaspora s'est déroulée en visioconférence. Avant que le conférencier, professeur Epiphane Sowenou, ne passe à son exposé, les initiateurs ont d'abord tenu à présenter le CCPAG. C'est un creuset de réflexion et d'action constitué de femmes et d'hommes de la diaspora béninoise, de France surtout, qui proviennent essentiellement des rangs de l'UP Le Renouveau et de ses sympathisants, et qui sont acquis à la cause du gouvernement de la rupture du président Patrice Talon. De ce fait, il s'est constitué, donc donné la mission de contribuer à divulguer et à rendre accessible dans la diaspora la politique et les réalisations du gouvernement de la rupture. Le CCPAG opère essentiellement par des activités de communication à travers les médias et des réunions publiques dites plénières sur invitation ciblée. Il réalise aussi des actions d'instruction civique et de formation à la citoyenneté pour ses membres. Alors, du point de vue administratif, nous pouvons dire que le CCPAG est une société qui fonctionne comme une association loi 1901. Alors, en tant que telle, elle intègre des principes de gestion au nombre desquels figure ce que nous appelons le plan de travail annuel. Alors, ce plan de travail annuel, les activités qu'il appelle nécessitent l'élaboration et la validation des termes de référence, TDR. En conséquence, la conception et la rédaction de projets de TDR doivent être maîtrisées par les membres et sympathisants de notre creuset du CCPAG. Alors, l'objectif principal de ce masterclass de ce matin est de permettre aux membres du CCPAG et à ses sympathisants de savoir élaborer des TDR pertinents et harmonisés. Et pour cela, qui de mieux qu'un expert, je dirais un enseignant ayant autorité en la matière pour nous enseigner. Alors, sans plus tarder, je vais déclarer ouverte la section, disons la 6e journée d'activité du CCPAG. Le thème qui appelle aujourd'hui l'activité est la réalisation des TDR, des thèmes de référence. Et les thèmes de référence, comme la disait tantôt Mme Yamboré, ça fait partie des éléments que nous ne pourrons plus contourner pour pouvoir valider les plans de travail qui est les éléments qui vont nous amener à définir notre cheminement vers notre vision et surtout la façon d'y arriver par les étapes dans leurs données chiffrées, dans leurs données qu'on appelle ça financées. Le professeur Sokenou, c'est un enseignant de rang magistral qui, en tant que tel, est j'allais dire, c'est un érudit en la matière parce que quand on dit enseignant, je ne vois pas que notre environnement Romain Calavi Parakou, je vois tout un autre univers qui nous dépasse largement et à travers lequel j'ai eu la chance personnellement de découvrir l'étendue de rayonnement du professeur Sokenou. L'autre chose, c'est que le professeur Sokenou, c'est un formateur d'esprit qui, dans sa mission de direction de l'École nationale d'administration et de magistrature, a formé plein de personnes et qui les a marquées. Parce que chaque fois que j'ai annoncé à gauche, à droite que c'est le professeur Sokenou qui sera le guest, le conférencier, le formateur, mais ça a suscité beaucoup d'intérêt pour des personnes qui ont eu le bonheur de l'avoir fréquenté et qui se sentent aussi l'honneur de revenir à écouter cet enseignant très rigoureux, capable de dire le là et capable aussi de dire les nuances du là. Merci, professeur, pour cette capacité
à impacter les mémoires des personnes qui aujourd'hui ont droit aussi à la parole autant que vous, parce que vous les avez bien formés, et cela s'entend qu'ils puissent vous représenter et vous relayer en son temps. Monsieur Sokenou est en même temps membre du collège qu'on appelle ça, membre de l'autorité de régulation de la santé, et en tant que tel, je voudrais personnellement dire que monsieur Sokenou n'a pas rejoint, comme un cheveu sur la soupe, l'autorité de régulation. Il a été l'un de ceux qui ont œuvré pour que cette autorité puisse prendre effectivement son envol, et surtout dans les connaissances et les implications juridiques qui l'accompagnent. Parce que des médecins qui ont travaillé à ce niveau n'avaient pas forcément le savoir dont on a besoin, n'avaient pas forcément la compréhension dont on a besoin pour la question de société, de loi et de tests. C'est tout ceci qui fait le besoin de ce professeur Sokenou de présider, de rejoindre cette ARS. Et moi, je le vois encore ailleurs. D'ailleurs, il est actuellement le délégué général au contrôle à l'éthique dans l'enseignement. C'est-à-dire que chacun a vu ce que c'est que l'enseignement dans notre pays. Faire améliorer le savoir distribuer, le savoir enseigner, le savoir faire, c'est une chose. Pouvoir lui infliger aussi l'éthique de surveiller que c'est vérifié, c'est encore autre chose. Vous voyez, le professeur Sokenou n'est pas seulement l'homme de savoir à dispenser, c'est l'homme de savoir-être et de savoir-faire. Et en tant que tel, le savoir-faire qu'il a tout le temps enseigné, c'est la rédaction administrative. Mais la rédaction administrative nous rejoint, nous, aujourd'hui, et parler des PTA vient à dire un peu, généralement, comment est-ce qu'on évolue dans les arborisations terminales de la question liée à l'administration aujourd'hui. Donc, voilà, pour que on soit complet, et que chacun des membres de ce CPAG et les sympathisants puissent aller tout droit dans le savoir-faire de terminer dans les arborisations de PTA, et aussi dans la capacité de connaître, de comprendre, de savoir ce que c'est que les TDR, aussi bien dans notre microcosme qu'est le nôtre, où on a besoin juste de pouvoir dire ce que nous voulons faire, pourquoi nous voulons faire, comment nous allons le faire, et puis comprendre davantage à quoi ça correspond lorsqu'on quitte notre petit cercle. Puisqu'on est des personnes d'origine différente, le professeur Sokenou est la personne la plus indiquée pour pouvoir nous le faire. Alors, je ne vais pas continuer de parler de lui parce que l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas de parler de lui. C'est que lui nous parle de ce qui nous intéresse, de ce que nous pourrons comprendre, de ce que nous pourrons savoir. Chacun de nous a déjà essayé d'écrire des TDR d'une façon ou d'une autre, mais il y a façon et façon. Il y a TDR et TDR. Tout le monde sait compter, mais tout le monde ne sait pas compter d'une certaine manière. Alors, c'est comment compter d'une certaine manière, comment écrire d'une certaine manière, comment se développer d'une certaine manière, comment se faire comprendre d'une certaine manière, quel est le masterclass que j'ai souhaité que le professeur Sokenou vienne faire avec nous aujourd'hui. Masterclass, parce que chacun ayant déjà eu un petit savoir dans ce domaine, va aujourd'hui l'améliorer, l'affiner. Je dis l'affiner parce que chacun a un petit pan qu'il a appris à l'école, mais il a besoin de l'améliorer au quotidien. Alors, professeur Sokenou, je ne vais pas continuer à vous voler la vedette. Je vous prie d'accepter toutes ces imperfections qui seront liées à toute notre démarche et de prendre la parole et de nous former, de nous édifier. Et comme je le disais tout à l'heure, Martine, de nous excuser aussi pour les petites ornières qui viendraient joncher notre parcours en lien avec ce travail qui est lié à la 6e formation, 6e activité. Voilà, monsieur Sokenou, ce que je peux dire à nos amis pour vous introduire, tout en remerciant encore une fois toutes les personnalités qui ont préféré nous accompagner. Soit disant en passage, le monseigneur Sauvé Guidi, que je n'ai pas vu sur le plateau, mais qui, à mon avis, c'est quelqu'un de discret, à mon avis, il est là. S'il est là, qu'il m'en excuse, et je pense qu'il doit être là. Il fait partie des personnes qu'on n'a pas citées, au nom des autorités qui ont choisi de nous rejoindre. Merci, professeur Sokenou. Merci, docteur Talon. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, je suis confus en entendant le docteur Talon. J'ai le sentiment qu'il surfait ma réputation. Et j'espère qu'en le faisant, il sait quel risque il prend.
c'est celui que les auditeurs, au terme de la séance, soient profondément déçus. Eh bien, je voudrais, avant toute chose, remercier le docteur Talon pour l'honneur qu'il me fait de m'inviter à faire une présentation devant votre auguste assemblée. Pour commencer, je voulais vous proposer deux réflexions. La première, disais-je, correspond à un dicton populaire selon lequel tous les chemins sont bons quand on ne sait pas où l'on va. La deuxième réflexion est attribuée à Sénèque et il affirmait qu'il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas dans quel port il veut arriver. Le hasard doit nécessairement, disait-il, avoir une grande influence sur notre vie lorsque nous vivons précisément au hasard. Et à partir de ces deux réflexions, on peut se demander quel est le lien avec le sujet qui nous préoccupe actuellement. Eh bien, le lien, le voici. C'est que les deux réflexions montrent que dans la vie, la quête d'efficacité oblige à toujours définir des orientations précises avant d'engager toute action. Et l'une des démarches qui permettent précisément de fixer un cap lorsqu'on a une action à mener, c'est la rédaction de termes de référence. Je dirais que cette démarche s'impose encore plus dans le contexte particulier de votre cadre de concertation pour les raisons que nous allons découvrir juste après. Alors, d'après ce qui a été rappelé tantôt, le cadre de concertation et d'appui au programme d'action du gouvernement serait une société de fait qui fonctionne comme une association loi 1901. Sur le plan juridique, on pourrait s'interroger sur la pertinence de la formule. Mais enfin, ce n'est pas cela le propos aujourd'hui. Que ce soit une société, que ce soit une association, dans les deux cas, nous avons affaire à une organisation. Et nous avons de l'organisation en management deux définitions possibles. La première définition prend l'organisation dans son sens matériel et la définit comme une action, celle d'organiser, c'est-à-dire d'agencer des parties d'un ensemble pour les orienter vers l'atteinte d'un objectif. J'ai manqué de souligner le mot objectif de deux traits. Dans un sens formel, on définit aussi l'organisation comme étant un groupement ou un organisme, c'est-à-dire un ensemble constitué de plusieurs parties ou composantes structurées, agencées, de manière, là encore, à atteindre un objectif. Ainsi que vous pouvez le voir, le concept d'objectif est au centre des définitions qui correspondent aux deux acceptions du terme organisation. Et puisqu'il en est ainsi, il n'est pas surprenant que la gestion axée sur les résultats se soit imposée dans presque toutes les organisations. En effet, ce que l'on appelle communément la gare va au-delà des activités, au-delà des processus, au-delà des moyens et met plutôt l'accent sur l'atteinte d'objectifs prédéfinis. Et cette logique de la gestion axée sur les résultats s'applique à l'organisation dans son ensemble, mais à chacune des composantes de l'organisation. C'est pour cela qu'elle prévaut lorsqu'on élabore le plan de travail annuel de toute l'organisation, mais que dans le temps, elle est susceptible de se prolonger aussi et d'imposer de n'exécuter aucune activité planifiée dans ce plan de travail annuel sans avoir pris le soin de définir préalablement un cadrage pour cette activité. Et le cadrage dont nous parlons ici, cadrage par activité, c'est cela que nous appelons les termes de référence. Les membres d'un parti, les membres du cadre de concertation sont de profils et de provenance divers.
cela veut dire que certains n'avaient peut-être pas l'habitude de rédiger des termes de référence, d'autres en rédigeaient, mais en utilisant probablement des canevas variés. Et c'est à partir de ces constats qu'on se dit qu'un renforcement des capacités s'impose en la matière. Et je suis à l'aise pour entreprendre cet exercice avec tous, quel que soit le niveau auquel ils sont par rapport à la rédaction des termes de référence, en m'appuyant sur cette maxime anglo-saxonne que Jean Guiton aime rappeler. To find out what you cannot do and then to go and do it, there lies the golden rule. Cela signifie qu'à tout moment dans la vie, on peut identifier une chose qu'on ne sait pas faire, puis essayer d'apprendre à la faire, et en faisant cela, on respecte ce qu'il appelle la règle d'or. Alors, à partir de ces bases, quels sont les objectifs que je nous propose pour cette séance? L'objectif général, ce serait de permettre aux membres de votre cadre de concertation d'élaborer des termes de référence à la fois pertinents et harmonisés. De cet objectif général découlent 3 objectifs spécifiques. Le premier consiste déjà à nous entendre sur ce que nous entendons par termes de référence et quelle en est l'utilité. Le deuxième objectif spécifique consisterait à définir un canevas consensuel de présentation des TDR et à utiliser ce canevas-là dans l'action au quotidien. Et le canevas étant structuré et comportant un certain nombre de rubriques, l'idée aussi, ce serait d'apprendre à rédiger correctement chacune des rubriques de ce canevas, conformément à ce que j'appellerais les règles de l'art. Nous essayerons de répondre à une série de 4 questions. En premier lieu, que sont les TDR? En deuxième lieu, à quoi servent-ils? En troisième lieu, comment les TDR sont-ils structurés? Et enfin, comment les TDR sont-ils structurés? Et cela nous permet d'annoncer comme un plan les 4 rubriques que vous voyez apparaître dans la colonne de droite: le concept de TDR, l'utilité des TDR, la structure type des TDR et enfin la rédaction des termes de référence. Sans plus tarder, nous entrons dans la première partie que j'ai annoncée comme portant sur le concept de TDR. Et cette partie sera elle-même structurée autour de 2 points. D'abord, l'intitulé et ensuite la nature, la définition et le champ d'application des termes de référence. En termes d'intitulé, il convient de préciser tout de suite que la formule terme de référence doit toujours s'utiliser au pluriel. Donc, il s'agit des termes de référence, contrairement à ce que l'on entend parfois où certains parlent du terme de référence. Il s'agit toujours de termes de référence, termes au pluriel, référence au singulier. Et nous avons dans les 2 langues les plus courantes pour l'auditoire, le français et l'anglais, ces abréviations qui s'affichent à l'écran. En français, c'est TDR, mais conventionnellement, on écrit grand T, grand R, petit d. Et en anglais, ce serait plutôt l'abréviation correspondante à Terms of Reference, TOR. Et donc, passons maintenant à la nature, à la définition et au champ d'application. La formule TDR désigne document administratif et technique. Voilà sa nature. Et si on devrait définir ce que sont les TDR, on dirait que c'est un document qui précise pour des prestations intellectuelles ou des activités assimilées aux prestations intellectuelles, la demande du client ou les conditions d'exécution.
Et en termes de champ d'application, les termes de référence ont un champ d'application varié qui peut aller d'une étude à l'organisation d'un atelier en passant par une mission, une session de formation, et ce ne sont là que des exemples. Ayant précisé cela, nous devons aussi ajouter que les termes de référence sont utilisés indifféremment dans le secteur public comme dans le secteur privé, qu'on les utilise sur le plan national, dans les administrations nationales ou dans les entreprises nationales, et également dans les organismes de coopération, que ce soit organismes de coopération bilatérale ou multilatérale au développement. Et je précise que les termes de référence ne sont habituellement pas signés. Il y a comme ça en matière de rédaction administrative quelques rares documents qui ont cette spécificité-là de ne pas porter de signature matérielle en signe d'authentification. Et donc, en ce qui concerne les termes de référence, l'authentification peut se déduire d'un certain nombre de mentions figurant sur le document. Il peut s'agir d'un en-tête, d'un pied de page ou de ce que l'on a coutume d'appeler cartouche dans le référencement ISO. Passons maintenant à l'utilité des termes de référence. Ici, mon propos s'articulera autour de 2 points, les utilisations générales des TDR et ensuite un effort de comparaison entre les TDR et certains documents connexes. Les utilisations générales des termes de référence sont celles qui s'affichent à l'écran. On peut, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, utiliser les termes de référence comme cadrage d'une étude ou d'une activité. Les termes de référence peuvent constituer une composante clé dans un dossier d'appel à concurrence. Ils peuvent servir d'outil de suivi ou d'outil d'évaluation. D'ailleurs, si vous essayez de rechercher de la documentation sur le net concernant les TDR, vous vous rendrez compte que la plupart des écrits qui sont disponibles abordent les TDR du point de vue de l'évaluation, évaluation de projet, évaluation de programme. Mais leur utilisation va largement au-delà du cadre de l'évaluation des projets et programmes. Alors, les documents connexes avec lesquels on peut être tenté de confondre les thèmes de référence, c'est l'offre technique, l'offre financière, la note méthodologique, l'avis d'appel à concurrence, le dossier d'appel d'offres, la demande de proposition, la demande de présélection. On pourrait en citer d'autres. Alors, j'ai proposé dans la suite un tableau pour une comparaison détaillée. Mais il serait peut-être, j'allais dire, fastidieux de présenter en détail ce tableau ici et maintenant. Je vous laisserai le soin de le regarder un peu plus tard si cela était utile. Et je voudrais simplement faire quelques considérations d'ordre général. Si je prends, par exemple, l'offre technique et l'offre financière, en principe, ce sont 2 documents qui sont rédigés plutôt par quelqu'un qui soumissionne à un appel d'offres ou à une consultation et qui indique donc comment il entend conduire la mission sur le plan technique et dans quelles conditions financières. Donc, c'est plutôt le prestataire potentiel, non encore choisi à cette étape-là, qui élabore ces 2 documents. Mais, vous l'aurez compris, ce que nous appelons les termes de référence sont élaborés en amont par le commanditaire de la mission qui indique ce que lui il attend. Et c'est par rapport à ça que le soumissionnaire ou les soumissionnaires potentiels vont pouvoir formuler leurs propositions.
La même remarque peut s'appliquer, toutes choses étant égales par ailleurs, à la note méthodologique, qui est également généralement présentée par le prestataire. Il peut avoir été déjà retenu avant de présenter la note méthodologique si le processus est ainsi décrit dans les termes de référence. L'avis d'appel à concurrence est un document qui, comme les termes de référence, est élaboré par le commanditaire de la mission. Mais la différence, c'est que l'avis d'appel à concurrence indique globalement l'objet de la mission et donne beaucoup plus de précision sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir choisir un prestataire. Et c'est pour cela que j'indiquais tantôt que les termes de référence peuvent constituer une composante d'un appel à candidature. Donc, les termes de référence viendraient compléter l'appel à concurrence. Il en est de même pour le dossier d'appel d'offres, mais on va parler de dossier d'appel d'offres pour des prestations spécifiques, notamment des travaux ou des prestations d'une certaine importance. La demande de proposition vient également du commanditaire comme la demande de présélection et s'inscrivent dans le cadre d'un appel à concurrence. Donc, ainsi que vous pouvez le voir ici, j'ai essayé de comparer tous ces documents avec les TDR en utilisant 4 critères de comparaison. En premier lieu, le champ d'application. Ensuite, qui élabore chaque type de document, à quel moment le document est élaboré, quel est le contenu du document. Donc, nous intéressons principalement au thème de référence. Je voudrais que nous ne perdions pas beaucoup de temps dans le commentaire de ce tableau, mais je pourrais éventuellement répondre à toute question un peu plus tard. J'en viens donc à la troisième partie, la structure type des termes de référence. Et ici, nous allons partir de quelques considérations générales pour voir la structure des TDR correspondant à 2 catégories de TDR. Ce que j'appelle, moi, des TDR simples et des TDR complexes. Je précise que cette typologie, c'est moi qui la propose à partir de critères que je vais énoncer un peu plus tard. Les considérations générales, quelles sont-elles? Comme je l'ai indiqué tantôt, en tenant compte de la consistance des termes de référence, je pense qu'on peut émettre 2 hypothèses de travail. La première correspond à ce que j'appelle des termes de référence simples. Et pour moi, pourraient être qualifiés de termes de référence simples des documents qui servent de simple cadrage interne et qui n'impliquent pas d'appel à concurrence et dans lesquels, de ce fait, vont manquer un certain nombre de rubriques que nous allons voir par la suite qui s'imposeraient plutôt lorsque les TDR impliqueraient un appel à concurrence. Et ce que je propose d'appeler des termes de référence complexes, ce sont précisément ceux qui impliqueraient un appel à concurrence avec donc obligation d'ajouter aux éléments des TDR 5 un certain nombre de rubriques que nous allons voir un peu plus tard. Si nous sommes d'accord pour utiliser cette typologie, nous allons maintenant aborder la vue d'ensemble des éléments structurants de ce que je qualifie de TDR 5. Avant toute chose, il y a la rubrique contexte et justification. Je rappelle que ce n'est qu'une vue d'ensemble en attendant d'entrer dans le détail de chaque rubrique. À la suite du contexte et de la justification, généralement, on a affaire aux objectifs. Et ces objectifs-là se déclinent en objectif général et en objectif spécifique.
Dans la plupart des cas, les objectifs sont suivis de ce qu'on appelle les résultats attendus. On peut, à partir des objectifs et des résultats attendus, décliner les tâches à exécuter. Ensuite, préciser la méthodologie, les modalités de suivi et d'évaluation, la durée de la mission ou de l'activité, les ressources humaines nécessaires, le budget correspondant et les sources de financement. Ça fait beaucoup de choses. Mais ainsi que je vous l'annoncerai, il n'y a pas de prêt-à-porter en la matière. La structure des TDR doit être toujours adaptée à la spécificité de chaque cas. Donc, l'une ou l'autre des rubriques que j'ai énoncées tantôt peut faire défaut sans qu'il y ait un véritable problème. S'agissant des termes de référence complexes, ils comportent toutes les mentions que j'ai déjà énumérées, mais aussi certaines spécificités. Déjà, comme vous le voyez apparaître à l'écran, le contexte et la justification dans ce type de termes de référence sont dissociés. Donc, au lieu d'avoir une seule rubrique, on en aurait deux. Dans des termes de référence correspondant notamment à des projets de développement ou à des programmes de développement, on aurait au-dessus de ce que j'ai appelé tantôt l'objectif général et les objectifs spécifiques, un objectif de développement, parfois appelé but. Les résultats attendus sont toujours d'actualité et on a dans ce type de TDR une rubrique nouvelle qui correspond aux livrables et aux produits. Nous allons expliquer un peu plus tard le contenu de toutes ces rubriques. On ne se contente plus ici simplement d'indiquer la durée globale de l'activité ou du programme, mais on précise également le chronogramme. Les sources de financement, nous en avions parlé, mais on va y ajouter la composition de l'équipe clé, celle qui, du point de vue du commanditaire, pourrait être nécessaire pour exécuter la mission, à charge pour les éventuels soumissionnaires d'aller au-delà du minimum que prescrit le commanditaire. On devrait également préciser les délais et modalités de soumission. Ce sont là vraiment des rubriques qui sont spécifiques à ce que j'ai appelé les TDR complexes parce qu'il y a appel à concurrence et que l'on doit préciser les conditions dans lesquelles la concurrence doit se dérouler. Donc, délais et modalités de soumission, la façon de présenter les offres et déjà, pour assurer une bonne information de tous les soumissionnaires et une certaine objectivité dans la sélection, une annonce des modalités d'évaluation des offres, c'est-à-dire des critères à partir desquels on va sélectionner le gagnant. Quatrième et dernière partie, la rédaction des termes de référence. C'est ce qui nous préoccupe véritablement. On peut donc considérer que les trois premières rubriques étaient pour nous préparer à cela. Alors, comment doit-on rédiger les termes de référence? Nous allons reprendre donc, dans l'ordre ou dans le désordre, les différentes rubriques que j'ai énoncées tantôt, à savoir le contexte, la justification, les objectifs, les résultats attendus, livrables produits, les tâches à exécuter, la méthodologie, le suivi et évaluation, la durée, le chronogramme, les ressources humaines, le budget, les sources de financement et les autres mentions que j'ai annoncées comme étant spécifiques aux termes de référence dits complexes. Commençons par le contexte. On entend par contexte dans les termes de référence un ensemble d'éléments qui permettent de situer l'activité de manière concrète et en tenant compte de la spécificité de chaque cas. Il peut s'agir déjà de la description du pays dans lequel l'activité va être menée et, à défaut, de la région
si on veut se situer à un niveau un peu plus bas. Et quand je parle de description, c'est la situation géographique, le relief, le climat, le régime politique, les agrégats macroéconomiques, etc., etc. Ou alors, la description de l'organisme qui est concerné, sa dénomination, sa mission, ses attributions, son organisation. Et donc, si vous rédigez dans le cadre du cadre de concertation qui est le vote des thèmes de référence, en principe, vous ne pouvez pas ne pas mentionner dans la rubrique contexte, la dénomination du cadre, décliner le sigle, expliquer les buts que poursuit ce cadre de concertation, comment il fonctionne, etc. On voit aussi, selon le cas, dans les éléments permettant de situer l'activité, le contexte politique, le contexte économique, le contexte social dans lequel l'activité va être entreprise. On peut également être amené à décrire le cadre dans lequel s'inscrit l'activité. De manière concrète, s'il y a eu des activités avant celles qu'on envisage, on va en donner une brève description. S'il y a des activités qui doivent prolonger celles qui font l'objet des TDR, on va également les préciser pour permettre aux prestataires potentiels de bien situer l'activité dans ce contexte-là. J'en viens à la justification. Et c'est exprès que j'ai séparé les deux rubriques, ayant déjà annoncé que dans des TDR simples, on les fusionne plutôt, mais que dans les TDR complexes, on est amené à les séparer parce que la description du contexte et la description de la justification sont beaucoup plus étendues dans ce dernier cas. Qui peut le plus, pouvant le moins, si vous savez décrire de manière détaillée le contexte et la justification, vous êtes capable d'en faire une synthèse dans une rubrique unique. Alors, qu'entendons-nous par justification? Je m'arrête une minute parce que je n'ai pas actuellement de vue sur le chat. J'ai vu qu'il y a 5 personnes qui ont posté des messages. Est-ce que quelqu'un a l'œil là-dessus? Est-ce qu'il y a une information importante pour moi? Geoffroy et Romuald, vous pouvez répondre à cette question? Merci. Je craignais en ouvrant le chat de masquer encore une partie de... Il n'y a pas de question pour vous pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de question. D'accord. Je pense que tout le monde suit attentivement. Je vous remercie. Donc, j'allais commencer à expliquer ce que l'on met dans la rubrique justification. De manière globale, la justification sert à indiquer les raisons pour lesquelles l'activité qui fait l'objet des TDR est envisagée. De manière concrète, une fois encore, selon le cas, il peut s'agir de décrire la situation qui prévaut au moment où on entreprend cette activité, éventuellement le problème que l'on voudrait résoudre à travers l'activité, le changement qu'on envisage, le lien entre cette activité-là et d'éventuelles politiques générales ou sectorielles ou des stratégies sectorielles. Ça peut être, par exemple, de faire un lien entre l'activité et le PAG, un lien entre l'activité, entre le plan national de développement sanitaire, etc., etc. On peut également indiquer le lien avec la mission globale de l'organisme ou une de ses attributions. Donc, avec laquelle des attributions de l'organisme l'activité a-t-elle un lien? Et on peut y trouver d'autres choses, d'autres éléments du même type. Alors, en matière de
d'objectifs, j'ai dit que généralement, on se contente d'un objectif général et d'objectifs spécifiques. Mais que dans les TDR complexes, notamment ceux qui s'appliquent à un projet ou à un programme de développement, on surajoute une rubrique intitulée « Objectifs de développement » ou « but ». Commençons donc par le courant, c'est-à-dire les objectifs généraux et spécifiques. L'objectif général est unique. Les objectifs spécifiques peuvent être d'un certain nombre, mais il faut éviter à ne pas avoir une kyrielle d'objectifs spécifiques non plus. Donc, pluralité d'objectifs spécifiques, oui, mais nombre limité. Et bien évidemment, en fonction de l'activité qui est en cause, le nombre va être variable. Pour une activité, on peut en avoir 2. Pour une autre activité, on en aura 3, voire 4, 5. Mais je pense qu'on arrive là à la limite à ne pas dépasser. Si on devrait, j'allais dire, indiquer la nature de ce qu'est l'objectif et la nature de ce que sont les objectifs spécifiques, je dirais que l'objectif général, c'est celui qui est visé à travers l'activité ou celui que l'on doit pouvoir apprécier une fois que l'activité aurait été conduite. En revanche, les objectifs spécifiques sont une décomposition de l'objectif général. Et chacun de ces objectifs spécifiques peut correspondre à une étape dans la conduite de l'activité, ou, j'allais dire, des étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir atteindre l'objectif général. Et comme on le dit souvent en management, un objectif spécifique doit répondre à un certain nombre de critères que l'on définit à travers le terme mnémotechnique SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour dire que l'objectif doit être inscrit dans le temps. Malheureusement, lorsqu'on formule au quotidien les objectifs spécifiques, on ne prend pas la peine et la précaution de s'assurer que les objectifs spécifiques que l'on écrit correspondent à tous ces critères. Et pour finir, je reviens à la deuxième colonne, celle qui correspond à l'objectif de développement, dont j'ai déjà dit qu'il s'applique davantage aux projets, programmes, aux activités courantes. Et ce qu'on appelle ainsi, c'est un objectif macro dans lequel viendraient s'inscrire ceux de l'activité. Et il peut s'agir de l'objectif global d'un projet ou d'un programme. Alors, pour qu'on voit un peu plus nettement de quoi il s'agit, j'ai pris l'exemple d'un projet ou programme de développement. Et l'objectif de développement ou le but, c'est de contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la culture de dialogue et de paix. L'objectif général de l'activité visée, c'est de promouvoir la participation des citoyens aux procédures de prise de décision. On est bien dans l'enracinement de la démocratie, dans la culture de dialogue et de paix. Mais de manière plus spécifique, on va faire 2 choses. On va créer des cadres de concertation pour justement promouvoir cette participation et pour permettre aux populations, aux citoyens de pouvoir participer à la prise de décision, on va renforcer leur capacité de dialogue. Donc voilà 3 étapes dans la déclinaison des objectifs. Objectif de développement qui est très global, un objectif général qui correspond à l'activité, mais qu'on va pouvoir apprécier à la fin, et des objectifs spécifiques qu'on peut mesurer durant l'activité à différentes étapes. J'ignore si cela permet à chacun de voir un peu plus clair.
Et j'arrive à une rubrique, j'allais dire, problématique, la rubrique résultats attendus. Je commence par dire ce qu'on y met couramment et qui fait que personnellement, je n'aime pas beaucoup cette rubrique. Couramment, vous voyez les résultats attendus présentés, pour moi, à tort, comme étant les objectifs spécifiques simplement repris à la forme passive. Exemple, l'objectif spécifique serait définir la politique et dans les résultats attendus, on vous dira la politique est définie. Un autre objectif, informer les acteurs, on vous dira les acteurs sont informés. Si ce n'est que ce jeu de mots-là, moi, je préfère me passer de la rubrique résultats attendus. Fort heureusement, dans la littérature sur le sujet, on trouve quand même des précisions sur ce qu'on devrait véritablement entendre par résultats attendus. Et je vous propose ici un texte que j'ai repris in extenso sur le site ofarsi.net et que vous pourriez donc facilement trouver à l'URL qui est indiquée un peu plus bas. Et donc, dans ce petit texte, on nous précise la notion de résultat. On nous précise les caractéristiques de ce que c'est qu'un résultat et comment on doit en formuler l'énoncé. Le résultat est défini comme un changement descriptible ou mesurable, entraîné par une relation de cause à effet. Les résultats peuvent être décrits comme immédiats, intermédiaires ou ultimes. Et dans la notion de résultat ainsi comprise, il y a deux éléments importants qui sont soulignés par l'auteur. C'est la notion de changement et celle de causalité. Le changement implique une transformation visible dans le groupe, dans l'organisation, dans la société ou pays où l'activité, le projet ou programme est envisagé. Et la causalité met l'accent sur le lien de cause à effet entre l'action qui est menée et les résultats qui en découlent. Et les auteurs de ce texte précisent que l'énoncé du résultat doit exprimer le changement réel dans le développement humain en termes d'amélioration, d'augmentation, d'accroissement, de renforcement, de hausse, de réduction ou de transformation dans les comportements, attitudes et pratiques habituellement appelés CAP. Si je prends le risque d'appliquer cela à notre activité de renforcement des capacités en cours, je pourrais considérer comme résultat que, à travers cette session de renforcement de capacité, on habilite les... enfin, ça, formulé comme ça, ce serait le résultat. Mais je dirais qu'après la session de formation, chaque membre de votre cadre de concertation rédige des termes de référence plus cohérents et plus harmonisés. On voit ainsi le changement que l'on veut faire advenir. On considère que vous faites déjà les choses d'une certaine manière, mais on voudrait améliorer cette façon de faire là, dans le sens de la cohérence et d'une plus grande harmonisation. Le lien de cause à effet, c'est que ce changement-là adviendrait parce que tous seraient passés à travers cette session de formation. Donc, ce ne serait plus une simple reformulation des objectifs, mais une véritable description à la fois des changements et de leur lien avec une action qui aurait été menée ailleurs. Et je me permets de revenir à la diapositive précédente, puisqu'il y avait la notion de livrable et de produit sur la même diapositive. Et donc, les livrables et produits, notamment dans les termes de référence complexes, ce sont des documents ou objets à produire à la fin de l'activité ou à différentes étapes.
Il peut s'agir de notes d'étape qu'on demande aux prestataires de fournir, de notes méthodologiques dont je parlais en évoquant la comparaison avec des documents complexes, ou des rapports, rapports d'étape, rapport final, rapport provisoire, etc., etc. Donc voilà, la notion de livrable et de produit. Les tâches à exécuter, la méthodologie. D'abord, les tâches à exécuter. Il s'agit de décrire de manière détaillée les sous-activités ou les étapes qui vont concourir à l'exécution satisfaisante de l'activité. Donc, c'est une sorte de description des milestones qu'on va observer dans l'exécution de l'activité. Et lorsqu'on décrit les tâches, il faut veiller à ce qu'on appelle la logique verticale et horizontale. Ça veut dire quoi? Que quand on a établi la liste des tâches, il faut s'assurer premièrement que chacune des tâches énumérées est susceptible de se rattacher à l'objectif général ou à un objectif spécifique. Ensuite, que toutes les tâches mises ensemble permettent d'atteindre l'objectif général ou les objectifs spécifiques. Autrement dit, il s'agit de s'assurer qu'il n'y ait pas de tâche qui n'ait aucun lien avec les objectifs qui ont été définis et que ne manque non plus aucune tâche importante pour atteindre ces objectifs. En termes de méthodologie, il s'agit de préciser la démarche à adopter dans l'exécution de l'activité. Et cette méthodologie-là, elle peut être décrite de manière globale ou de manière spécifique en tenant compte de chacune des tâches listées. Exemple d'éléments de méthodologie, est-ce qu'on veut passer par un atelier participatif? Est-ce qu'on veut organiser des focus groups? Est-ce que c'est sous la forme de brainstorming qu'on veut, etc., etc. Le suivi et l'évaluation. Bien évidemment, nous serions là dans des TDR que j'ai qualifiés de complexes. Il s'agirait, dans cette rubrique, de décrire les mécanismes de suivi de l'exécution de l'activité et les mécanismes de son évaluation. On pourrait, dans ce cadre-là, envisager des séances de cadrage au démarrage pour que tout le monde s'entende sur le contenu de la mission et comment les choses vont se passer. On pourrait envisager une revue à mi-parcours pour s'assurer qu'on est dans le corridor des objectifs. Une présentation des résultats provisoires devant un groupe technique, un atelier de validation, une revue de clôture, etc., etc. Et cette activité de suivi-évaluation ne doit pas être confondue avec les tâches spécifiques qui sont liées à l'activité proprement dite. Auquel cas, ces éléments-là figureraient dans la rubrique précédente appelée tâches. Et dans cette rubrique suivi et évaluation, on peut également inclure la mise en place d'un ou plusieurs organes de suivi. Et si c'est le cas, il faut définir de chaque organe la responsabilité et le rythme de réunion. La durée et le chronogramme. Sur la durée, il s'agit de la durée totale de l'activité, mais on peut également la décomposer par étapes pour voir combien de temps chaque étape va prendre. On s'exprimerait là en nombre de jours, de semaines ou de mois. Et dans des cas où on fait appel à des consultants, ça peut s'exprimer aussi en nombre de jours. Et le chronogramme, généralement, il est présenté sous la forme d'un diagramme de Gantt avec les colonnes habituelles, les tâches, les périodes d'exécution, les leaders, les personnes ou structures devant collaborer à l'exécution avec les leaders, etc., etc. Les ressources humaines nécessaires. On doit en préciser le nombre, la qualité
on doit préciser le profil des personnes devant participer à l'exécution de l'activité. Et si, comme nous l'avons dit tantôt, il y a un diagramme de Gantt, ces informations concernant les personnes ressources, les ressources humaines nécessaires peuvent figurer plutôt dans le diagramme de Gantt et non pas comme rubrique spécifique. Dans le budget, dans la rubrique budget, il s'agit de donner une description détaillée des coûts, notamment la désignation, le coût unitaire, la quantité, un total par rubrique qui conduisent à dégager un total général pour l'activité. Les sources de financement. Il s'agit de mentionner le ou les budgets qui doivent supporter la charge financière liée à l'activité. Et si on a une pluralité de sources, on est obligé de préciser quelle part chacune de ces sources-là prend dans le financement. Et donc, dans votre cas, on pourrait avoir une partie à charge du parti, une partie, je dis n'importe quoi, à charge du budget national, une partie à la charge d'un partenaire technique et financier qui aurait accepté d'accompagner l'activité, une partie à la charge du cadre de concertation lui-même. Reste maintenant à aborder les autres mentions spécifiques au TDR complexe, parce qu'il y en a certaines que nous avons déjà vues dans la description précédente. Je retiens essentiellement 4 mentions. La composition de l'équipe clé, qui peut rejoindre quelque part les ressources humaines nécessaires, mais qui va au-delà. Le délai et les modalités de soumission, la présentation des offres, les modalités d'évaluation des offres. Alors, en ce qui concerne l'équipe clé, comme je l'indiquais tantôt, c'est l'ensemble des ressources humaines minimales que le commanditaire exige, à charge pour le soumissionnaire d'aller au-delà et d'en proposer un peu plus. Et donc, il s'agit de préciser les postes en termes de nombre, en termes d'intitulé, de nature, voire de profil des personnes qui vont occuper ces postes. Et en précisant au besoin, si c'est du personnel court terme, du personnel long terme, des personnels devant accomplir des missions perlées, etc., etc. Et on doit donner une description suffisante par poste. Et cette description-là inclut les diplômes qui sont exigés, l'expérience requise, les compétences linguistiques devant être au rendez-vous, les responsables des tâches, le temps d'intervention, le temps à prendre en compte pour la rémunération, qui sont en matière de consultance 2 éléments différents. Le temps d'intervention, c'est une durée globale, mais il y a le temps que l'on va prendre en considération pour calculer la rémunération, qui généralement est un temps beaucoup plus court que la durée globale. Délai et modalité de soumission. Il s'agit de préciser la date et l'heure limite de transmission des offres, le lieu d'acheminement ou de dépôt, les modes de transmission. S'agit-il de dépôt physique? S'agit-il d'utilisation d'une voie électronique? S'agit-il d'un mixage entre le dépôt physique et l'envoi en version électronique? Est-ce qu'on exige ou on tolère l'envoi par courrier postal? Est-ce qu'il faut un accusé de réception, etc., etc. Et éventuellement, préciser si, à l'occasion du dépôt de la transmission, il y a un récépissé qui est délivré. Alors, la présentation des offres vise à indiquer aux soumissionnaires potentiels si les offres techniques et financières doivent être séparées, comment les offres doivent être conditionnées, quelles sont les mentions apportées sur les enveloppes, comment on doit sécuriser les offres, est-ce qu'on doit les sceller, est-ce qu'on doit les cacheter, etc., etc. Et enfin, les modalités d'évaluation des offres. On doit indiquer clairement la date et l'heure d'ouverture des prix, indiquer si les représentants des soumissionnaires sont admis à prendre part à cette ouverture, si on doit étudier simultanément ou de manière successive les offres techniques puis les offres financières, quels sont les critères d'évaluation, les notes pouvant être attribuées à chaque critère, s'il y a des notes éliminatoires, etc., etc.
Et en guise de conclusion, je voudrais commencer à passer en revue avec vous 3 exemples de termes de référence pour vous montrer la variété possible de configuration, en sachant que, une fois encore, il n'y a pas la matière de prêt-à-porter. Et je finirai vraiment en vous proposant un modèle relativement simplifié pour le cadre de concertation. Dans ce document-là, que je considère comme étant un exemple de TDR simple, on a la rubrique contexte, donc une brève description de l'institution, de sa composition, de ses objectifs, etc., etc. Et à la suite de cela, on a une rubrique que je n'ai pas évoquée moi, qui est appelée problématique. Mais si vous regardez bien la problématique, ou ce qui est appelé problématique ici, ça correspond à l'idée de justification que j'ai annoncée tantôt. Et alors même qu'on n'est pas dans, j'allais dire, les thèmes de référence d'un projet ou programme, on a la notion de but qui se superpose à celle d'objectif général qui apparaît juste après, peu avant les objectifs spécifiques, suivi d'une description de la méthodologie, des résultats attendus, et c'est tout. Donc, c'est un document d'une page et demie, sans plus. Voilà, exemple de TDR simple, mais je l'ai choisi exprès en sachant que toutes les rubriques ne correspondent pas exactement à ce que j'ai présenté pour montrer qu'il n'y a pas en la matière de prêt-à-porter. Tout dépend de l'institution qui rédige et de ce que l'on veut mettre en avant. Je vais maintenant en afficher un autre qui correspondrait davantage à ce que j'ai appelé des termes de référence complexes. Est-ce que tout le monde voit le nouvel élément qui est affiché? Oui. Institut Pasteur, oui. Voilà. Donc, ici, j'ai pris l'exemple de termes de référence s'appliquant à l'évaluation finale d'un projet, qui est un projet complexe. Et ainsi que vous pouvez vous en apercevoir, c'est un document si complexe qu'on éprouve le besoin de lui donner un sommaire pour permettre au lecteur de se repérer à travers le document qui fait au minimum 7 pages et qui est accompagné d'annexes. Annexes financières, rapport de présentation de projet, bibliographie, documentation disponible. Et si on s'intéresse un peu au contenu du sommaire, on a la justification de l'évaluation. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, on a zappé, pour ainsi dire, le contexte. Après, on présente le projet à évaluer et c'est à l'intérieur qu'on voit apparaître maintenant le contexte et on y met par la même occasion les objectifs et caractéristiques du projet, le déroulement de la mission, toutes choses qu'on aurait pu voir dans une rubrique contexte en amont. On précise les objectifs de l'évaluation, la prestation qui est demandée, le pilotage de l'évaluation, donc ses modalités, la démarche et les livrables, le calendrier prévisionnel, le budget, les compléments d'information pour l'élaboration des offres et la modalité de réponse et les critères de sélection de l'appel à projet. Donc, voilà un exemple de ce que j'ai appelé thème de référence complexe. Donc, à travers ces 2 exemples, j'en avais annoncé 3, mais bon, on va faire court pour donner plus de place au débat. Vous voyez qu'il n'y a pas de prêt-à-porter en la matière et qu'il faut toujours essayer de s'adapter à la spécificité de chaque cas. Cette chose-là étant dite, nous allons retourner maintenant à la présentation principale
et essayer de conclure en proposant, comme je l'ai dit, un canevas qui pourrait servir au cadre de concertation. L'idée, c'est d'avoir un document avec dans l'entête le logo de l'organisation que je n'ai pas osé reproduire, son adresse. Et on aurait donc un titre, terme de référence, en essayant d'indiquer le plus que possible à la suite l'intitulé de l'activité opérationnelle qu'il s'agit de mener. Je l'ai présenté sous la forme d'un tableau qui permet, j'allais dire à des personnes qui ne sont pas, très habituées à l'exercice, d'avoir des repères et donc des cases à remplir. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple masquer les lignes du tableau ou alors purement et simplement transformer tout cela en texte, en sachant que ce qui est dans la colonne rubrique va servir de sous-titre à chacune des rubriques. Donc, les éléments qu'il me paraît important de faire apparaître en amont, ce sont des éléments du cadrage général de l'activité. Nous l'avons dit, nous allons rédiger des thèmes de référence dans le cadre de l'exécution d'un PTA. Donc, il faut commencer par dire quelle est l'année de référence du PTA. Et dans les PTA, tels que nous avons l'habitude de les concevoir au Bénin, nous avons une structure programmatique. Et donc, dans chaque PTA, il y a un certain nombre de programmes. Quel est le programme auquel se réfère l'activité? Et dans votre cas, quelle est la structure ou la personne qui est chargée de conduire ce programme? Et chaque programme dans le PTA a un objectif spécifique. Plus on le mentionne, mieux ça permet de se situer précisément par rapport à cet objectif général. Et il y a également des actions qui structurent les programmes. Autant que possible, il faut rappeler l'action à laquelle se rattache l'activité et l'activité budgétaire qui en découle. Donc, ça, ce sont des éléments de cadrage général liés à la spécificité du PTA. Et donc, je ne les avais pas évoqués dans la présentation. Si je reviens aux éléments de la présentation de ce matin, il s'agit de commencer par rappeler l'intitulé de l'activité. Elle a forcément cette activité dans le PTA un code, dans la mesure du possible, rappeler le code, qui en est responsable, et nous retrouvons nos rubriques classiques. Contexte et justification. Et je mets en regard des éléments susceptibles de guider le rédacteur pour qu'il sache exactement comment il doit meubler cette rubrique. Ensuite, objectif, décliné en objectif général, en objectif spécifique, en montrant que l'objectif général est unique, les objectifs spécifiques, un certain nombre, les résultats attendus, si on s'en tient à la pratique courante, objectifs spécifiques repris à la forme passive, mais comme je vous y ai encouragé, autant que faire possible, entrer dans une conception plus noble des résultats en montrant le changement que l'on souhaite et le lien de cause à effet. Les livrables, les tâches à exécuter, la méthodologie qui est recommandée, les mécanismes de suivi et évaluation, la durée et la planification, avec à l'appui, si possible, un diagramme de Gantt, et tout cela décliné en durée totale, date de démarrage, date de fin, avec les principales étapes, les ressources humaines nécessaires, le budget nécessaire, le financement et l'imputation budgétaire. Voilà quelques rubriques qui me paraissent pouvoir, j'allais dire, servir à structurer les TDR du cadre de concertation envisagé dans le cadre de l'exécution d'activités inscrites au PTA. Des questions-réponses ont suivi la présentation du conférencier. Outillés sur la rédaction de thèmes de référence, les participants sont repartis comblés.